Alors évidemment, un temps assez clément parfois au cours de ce week-end. Sinon, il y aura des orages et beaucoup de poussière. Je pense que c'est ce qu'il faut surtout retenir de ce bulletin météo. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Notre invité de ce matin, installé en face d'Alioune Badara Kane, c'est Maître Bassirou Ngom que nous accueillons aujourd'hui avec un immense plaisir. Il est notre invité du jour et c'est le directeur général de la Société nationale de recouvrement. Alioune, c'est bien cela. Mais c'est bien cela. Mais je te signale que de ce côté aussi, on fait la promotion du Made in Sénégal. Hein. C'est vrai, tout à fait. Avec ce magnifique boubou de notre invité Maître Ngom, qu'on aperçoit donc, le blanc avec un peu de brodé doré. Et puis Alioune Badara Kane, voilà. Qui n'est pas plus mal aussi. J'ai remarqué que ces derniers temps, Alioune, tu mets la barre assez haute quand même, mais bien sûr, avec il le faut, ton magnifique boubou. On est vendredi pour aussi, c'est vrai. Le génie sénégalais. C'est ces braves artisans qui nous habillent et ils le font excellemment bien. Alors donc, comme tu l'as dit, Sarah, donc, nous avons vraiment l'honneur de recevoir le directeur général de la SNR, la Société nationale de recouvrement. Vous le savez, elle existe depuis 1991. Et peut-être beaucoup de Sénégalais l'ignorent, mais c'est un outil quand même qui est là pour assainir le secteur bancaire. En tout cas, c'est l'objectif premier qui lui a été fixé. Et donc, on reviendra sur l'historique de cet instrument-là de l'État qu'est la SNR. Entre-temps, est-ce que véritablement les objectifs qui ont été assignés ont été atteints? Quelles sont les perspectives en fait, qui s'annoncent pour cet outil-là qui est là pour épauler l'État dans le cadre donc, de l'assainissement de notre système financier, notamment les banques? On reviendra sur tout cela avec Maître Bassirou Ngom, voilà, qu'on a plus à présenter au grand public. Il fait partie du pôle donc, des avocats de l'État, homme politique aussi engagé. Donc on fera on fera un peu le tour de pas mal de sujets avec notre invité durant ce dernier numéro de la semaine. Très bien, très bien. En tout cas, encore une fois, bienvenue sur le plateau. Ça ne doit pas être évident, votre métier, le recouvrement. C'est pas assez facile. On aime emprunter, mais après, en temps de pandémie. Le remboursement, c'est autre chose, n'est-ce pas? Voilà. Allez, il est 8h19 et à 9h, on se retrouve pour le bulletin d'infos complet. On commentera évidemment d'autres actualités au cours de ce magazine. Tu as parlé de la rentrée scolaire, c'est le 25 juin. On connaît désormais la date de la reprise des cours et enseignements pour les classes d'examen, il faut le préciser. Alors en ce moment, la polémique, c'est peut-être autour du paiement des mensualités. Est-ce que oui ou non, les parents d'élèves doivent payer les mois passés, des mois où les élèves n'ont pas étudié? Il faut le reconnaître aussi. Avis sur le plateau, René d'abord. Moi, je pense que les parents ne devraient pas du tout payer, même s'ils ont signé un contrat avec l'école. Anta? Les parents devraient justement payer parce qu'on parle de cette politique de pouvoir donner les salaires à ses employés, pour ne serait-ce que de donner les salaires aux maîtresses ou aux professeurs. Il y a d'autres mois qui se rajoutent et ces mois, on doit les payer aussi? Oui, pour au moins assurer un salaire au corps professoral. Des employés qui n'ont pas travaillé durant 3 mois? Maître Bassirou, quel est votre avis sur la question, Maître Bassirou Ngom? Merci. Moi, je pense que l'enseignement, c'est tellement important, l'éducation. Et que vous allez dans les écoles, la gestion, c'est une gestion globale. C'est l'école, c'est les parents d'élèves. C'est quand même assez social, c'est un groupe. Et je pense que pour la compréhension, pour nous permettre quand même de faire en sorte que l'éducation puisse se mener correctement, parce que c'est un service public, c'est vrai, c'est des écoles privées, mais ils ont une mission de service public. Et donc il faut payer... pour mener à bien cette mission de service public, il faut que tout le monde s'entende, tout le monde se comprenne et qu'il y ait la possibilité quand même de continuer à nous donner quand même cette mission de service public et appeler les parents à plus de compréhension et pour quand même que ça puisse... voilà, c'est ça. C'est compliqué pour les parents aussi, hein, Hamidou? C'est compliqué pour les parents parce que, comme je le dis à chaque fois, le Covid a touché tout le monde. Hein, donc les parents sont impactés, les enseignants, donc tout le monde est impacté. Moi, je pense que quand même les parents d'élèves ne devraient pas payer, franchement. Parce qu'on paye après service rendu. Oui. Moi, pour une fois, je suis d'accord avec mon ami René. Hein, parce que quand même, on paye un service. Quoi. On paye un service qu'on n'a pas reçu. Comment peut-on le payer? Donc ça, je ne peux pas comprendre. Le premier mois, moi, en tant que parent, j'ai tenu à payer. Hein. Juste après la pandémie ici au Sénégal, avec l'arrêt des cours. Bon, je n'ai pas fait comme certains parents qui ont profité un peu de cette situation pour ne pas payer. J'ai quand même tenu à payer. Hein, c'était évidemment une question de principe. Les 2 autres mois, mon enfant était chez moi. C'est moi qui l'ai assuré au moins certains cours, quoi, de même que sa mère. Donc je ne vais pas payer quand même l'école, même si je sais que quand même je leur fais confiance au point de leur confier mon enfant. Mais je ne peux pas payer un service que je n'ai pas reçu. Ça aussi, il faudra se dire la vérité. Il faut trancher finalement. Maintenant, là, je crois que nous, on fait
la promotion de l'école publique aussi. Hein, parce que l'école de la République, je crois quand même, moi je salue cette mesure-là prise par l'État du Sénégal. Le Sénégal ne peut pas être en marge. Parce que quand j'ai su que des pays, encore une fois, je le répète ici, comme le Burkina Faso, de la reprise, des pays comme le Burkina Faso, comme le Mali, qui sont loin d'être aussi nantis que le Sénégal, ont rouvert leur école, le Sénégal ne peut pas être en marge. N'est-ce pas? Parce qu'une année blanche, les conséquences d'une année blanche sont incalculables. Et puis les enfants que je vois ça et là, dans tout Dakar, dans les grandes villes de ce pays, à la plage, mais ils sont beaucoup plus exposés dehors que dans les salles de classe. Quand même. Et puis tant qu'il y aura un seul cas de coronavirus, on fermera l'école. Ça, c'est pas une question de... C'est pas faire preuve de bon sens. Oui. Il y en aura toujours. Parce qu'une pandémie, ça ne peut pas s'estomper comme ça du jour au lendemain. Il y aura toujours des cas jusqu'à la fin définitive de cette pandémie. Oui, et les médecins ont été très clairs. Mais on va continuer à fermer nos écoles. Parce qu'il y va de l'avenir de ce pays, de tant de générations. Donc moi, par rapport à cette mesure, véritablement, je suis derrière nos autorités. Mais est-ce que le calendrier également ne pose pas problème? Démarrer en juin et faire les examens. Mais c'est ce que l'on appelle une situation exceptionnelle. C'est une situation exceptionnelle. Oui, vas-y, Anta. Oui, vas-y, Anta. Vas-y, Anta. On écoute Anta. Situation exceptionnelle, je reviens justement par rapport aux écoles qu'on devrait payer. C'est à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Parce qu'aujourd'hui, non, vas-y, Anta. Il faut dire qu'aujourd'hui, si ces enseignants ou ces maîtres ou les maîtresses qui sont aujourd'hui cantonnés chez eux, sans salaire, à un moment donné, il faudrait penser à ces familles-là. Pour moi, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Et pour les écoles, moi, c'est-à-dire que je suis tout à fait en phase avec l'État par rapport à la réouverture de ces écoles, de ces classes d'examen. Et par contre, la question que je me pose, c'est ceux qui ne sont pas en classe d'examen, les classes intermédiaires, comment? Est-ce qu'ils vont passer en classe supérieure automatiquement? Oui, il y a une solution. Ils sont en train de réfléchir autour de la question. J'ai encore 2 minutes. Je prends votre avis, Maître Bassirou. Vous voulez réagir ensuite, Hamidou? Moi, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les écoles privées sont investies d'une mission de service public. Il est important que par rapport à cela, que tout le monde fasse preuve de compréhension. Maintenant, pour ce qui concerne l'ouverture des classes, je salue la mesure. Parce que le Sénégal ne peut pas être à reste. L'éducation, c'est un secteur extrêmement important, un secteur vital. On ne peut pas le négliger. L'État a pris ses responsabilités. Et là, je félicite et j'encourage les 2 ministres quand même qui sont en train de faire un travail pour permettre aux élèves de retrouver les classes dans des conditions idoines, dans des conditions de respect de la distanciation sociale, des mesures barrières, avec tout le matériel qui a été mis en place au niveau des écoles. Je pense que l'État, dans ce domaine, est en train de faire sa partition. C'est aux populations, c'est aux parents d'élèves, c'est aux élèves aussi d'accompagner. Parce que c'est un pays, c'est comme ça. Hamidou, pour finir, très rapidement. Les écoles privées, il faut le dire, ce sont des entreprises privées qui doivent être gérées comme des entreprises privées. Aujourd'hui, on peut attendre ce que les parents payent pour payer les professeurs. Ils ont des banques, ces écoles privées. Les banques, elles servent à quoi? Si votre banque peut vous accompagner pendant 3 mois, elles n'ont qu'à le faire. Elles vont payer les salaires. Justement, la banque ne peut pas accompagner. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les banques peuvent toujours trouver des solutions. Il faut qu'on le dise. Les missions sont différentes. C'est des privés, mais ils sont investis d'une mission de service public. C'est important quand même de relever cela. Je pense qu'il va falloir statuer sur tout cela. On verra peut-être la réaction des autorités sur la question. Le débat est lancé parce que la question n'est pas tranchée et ça fait polémique en ce moment. Il faut se rappeler également que ça fait 3 mois que les élèves n'ont pas été à l'école, donc il faudra payer 3 mois ou c'est 1 mois. En tout cas, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y aura encore une autre crise là, en perspective. Parce qu'on ne peut pas demander à ces parents-là de payer des mois en fait où ils ont vu leur enfants dans les écoles, chez eux. Bon, on va pas demander aux employeurs de payer au moins 70% du salaire de l'employé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est donnant-donnant. Wow. Une école, c'est une gestion globale. On va avancer. Merci mon cher René. On se retrouve à 9h. De l'école publique, surtout de l'école publique, moi je suis vraiment heureux. On est tous d'accord. On est d'accord sur le sujet. De là à payer pour des établissements privés. On est d'accord pour dire que cette réouverture, évidemment, elle était nécessaire et indispensable. Sur ça, on est tous d'accord. Merci René, à tout à l'heure. On se retrouve à 9h pour le bulletin d'info. Il est 8h26, on a pris du temps pour débattre, mais le sujet était passionnant, intéressant. Il était important qu'on en parle également. Alioune, sur le sujet. Non, mais comme il a dit, en fait, je crois que ceux qui ont eu la chance de voir le tableau, ils peuvent être un peu induits en erreur. Ils peuvent penser que, bon, 126 navires industriels, bon, c'est pas beaucoup, donc il n'y a pas
tellement pris en leur demeure. C'est là où ils se trompent. Oui, parce que tout simplement, un navire industriel, c'est l'équivalent par exemple de 100 pirogues artisanales. En termes de tonnage. C'est ça. Ça, c'est juste d'après un calcul qui a été fait récemment par Greenpeace. Un navire industriel, c'est presque 100 pirogues artisanales. Donc, imaginez les dégâts de 126 navires industriels pour nos maigres ressources halieutiques. Donc, il y a lieu véritablement de s'arrêter et de revoir un peu le système de délivrance un peu de ces licences de pêche-là. Parce qu'il y va un peu de l'avenir de notre pays et on compte beaucoup sur ce secteur névralgique avec aussi ses multiples ramifications. Anta, j'avais une question pour Hamidou. Est-ce que ce navire, une fois en marche, il pourrait mettre en péril aujourd'hui l'activité de nos môles? Le navire ITAFDEM. Le navire ITAFDEM est là pour évaluer les ressources halieutiques du Sénégal. Ça veut dire que le ministère veut signer des licences de pêche, mais il demande l'avis du CROD, le Centre de recherche océanographique, qui prend son navire, qui va évaluer. Donc ce navire ne fait que travailler pour le pays. Il n'y a aucun risque pour nous. Très bien. Notre invité, Maître Bassirou. Oui, merci. Moi, je pense que la ressource halieutique, c'est important quand même. C'est important, c'est une question de souveraineté nationale. Vous savez que le Sénégal a signé beaucoup de conventions en ce qui concerne le droit de la mer et sa souveraineté côtière, parce que le Sénégal, c'est un pays quand même qui est très poissonneux, un des pays les plus poissonneux au monde. Nous avons plus de 700 km de côte, mais nous avons aussi une ressource halieutique dont nous avons besoin pour notre économie, parce que c'est quand même une source importante d'exportation. Je pense que l'État est en train de prendre des dispositions, notamment la mise en place de ce navire et les navires de surveillance aussi qui surveillent nos côtes. Parce que vous savez, dans les différentes conventions qu'on a eu à signer, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dite Convention de Montego Bay, du nom de la ville où a été signée, la ville jamaïcaine, il y a des possibilités que nous avons en tant que pays côtier de préserver notre côte. Non seulement au point de vue halieutique, mais aussi dans l'environnement côtier, dans l'environnement marin, nous avons quand même des possibilités, nous avons des prérogatives. Le Sénégal est en train de mettre en œuvre ces prérogatives-là, en application de ces conventions et de sa loi nationale, mais aussi il est important de relever que nous avons plusieurs niveaux dans la mer. Nous avons des pêcheurs artisanaux, je pense que c'est évolué à peu près 600 000 personnes, à 20 000 pirogues, et on sait aussi que ce sont des groupes qui sont identifiés dans le Cap-Vert, à Guet-Ndar et un peu aussi chez nous dans la région de Sine Saloum avec les Sérères Nyominka. Je pense que c'est des groupes qui sont identifiés et c'est quand même facile de discuter avec ces gens-là parce que ce sont des groupes qu'on peut identifier et faire quand même une démarche inclusive qui nous permette de gérer la ressource, de gérer la pêche en faisant en sorte que tout le monde se retrouve et permettre au Sénégal aussi d'avoir des capitaux parce que le ministère de la Pêche aussi et l'État du Sénégal a besoin de capitaux. C'est la raison pour laquelle il est important de relever que nous sommes dans un monde globalisé et nous avons des conventions à signer avec certains pays qui sont de grands consommateurs de poissons. C'est ce que le Sénégal est en train de faire et je pense que comme ça a été toujours fait, nous avons une expérience en matière de pêche, nous avons une expérience en matière de la mer. Le Sénégal a mis en place des dispositions pour surveiller nos côtes avec l'appui de la Marine nationale, la Marine et le ministère de la Pêche, mais nous avons aussi des mécanismes qui nous permettent de quantifier la ressource et de la préserver et de prendre aussi. des décisions, parce que c'est la prise de décision qui est importante. Pour prendre des décisions, il faut avoir les données. Et le Sénégal est en train de mettre en place un mécanisme qui lui permet d'avoir toutes les données, qui lui permettent quand même de prendre des décisions au niveau des accords qu'il signe avec les bateaux étrangers, bateaux en pavillon étranger, mais aussi de gérer sa ressource et de permettre aussi à ces pêcheurs artisanaux d'avoir de la ressource et aux consommateurs sénégalais d'avoir du poisson. C'est important. Et justement, c'est pour avoir les bonnes informations que ce navire ITAFDEM va certainement reprendre ses activités. En ce qui concerne la pêche artisanale, juste dire que les pirogues en fibre de verre sont déjà en mer. L'information est à la une du Soleil ce matin. Oui. Je voulais juste préciser que la Marine nationale collabore donc avec l'ISRA et actuellement, c'est la Marine nationale qui est en train de faire les travaux de carénage, de réfection donc, du navire ITAFDEM. Il y a un autre tableau, si la réalisation également nous le permet, nous allons voir donc, des données sur la pêche, les produits d'exportation. Vous allez voir que le Sénégal exporte vers des pays. Donc, vous avez vu donc, 188 000 tonnes de poissons exportés chaque année.
pour 125 milliards de francs CFA. Les pays destinataires sont aujourd'hui la Côte d'Ivoire, la Corée du Sud, la Chine et il faut ajouter également la France. Et malheureusement, ce sont les bons poissons, les poissons donc, le poisson noble donc, qui est exporté vers ces pays. C'est pourquoi donc, Anta ne voit plus donc, certaines espèces de poissons ici. Et il y a un autre tableau également qui revient sur les espèces menacées. Vous allez voir le mérou, Goliath, le tiof et tout ça. Donc, c'est exporté également. Les crevettes, les langoustes, le sol, le rouge. Vous avez vu, ça sont de très bons poissons à forte valeur marchande qui sont capturés par ces chalutiers industriels et qui sont exportés vers d'autres pays. Mais qu'on retrouve de moins en moins justement sur le marché local et de plus en plus cher évidemment. Merci beaucoup Hamidou. Le sujet peut-être sur le plateau, on referme la chronique, mais vous pouvez continuer à commenter le magazine en direct. Vos avis nous intéressent. On va passer tout de suite à la rubrique invité. On change carrément de sujet. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way the Lord. Maître Bassirou Ngom est notre invité du jour. Il est le directeur général de la Société nationale de recouvrement à Lyon. Voilà, maître, merci beaucoup d'avoir accepté d'avoir choisi plutôt notre plateau pour communiquer sur vos missions, les missions qui vous ont été confiées par l'État du Sénégal. La SNR que vous présidez aujourd'hui existe depuis 1991. À l'époque, quand même, le contexte était particulier. Il y avait une certaine crise économique. Il était question d'assainir le secteur bancaire. Et aujourd'hui, est-ce que ce premier objectif qui vous a été fixé a été atteint, presque, disons, des décennies après, maître? Merci à toute l'équipe de Kenkeliba de nous avoir donné l'opportunité de parler aux Sénégalais sur notre mission, la mission de la SNR, qui est une mission quand même extrêmement importante pour l'économie du pays. Vous savez, la SNR a été créée dans un contexte, comme vous l'avez rappelé. Le Sénégal a eu quand même à prendre des mesures des pouvoirs publics en 1988. Et c'est en 1991 qu'on a eu quand même à liquider certaines banques d'État qui avaient des problèmes. Et ces banques-là, c'était 7 banques, BNDES, BSK, USB, etc., qui étaient quand même des banques connues dans ce pays. C'est vrai que on ne les a pas pratiquées, ce sont nos aînés qui les ont pratiquées. Mais aujourd'hui, ces banques ont eu des problèmes et c'est la raison pour laquelle l'État, les pouvoirs publics avaient mis en place cet instrument juridique, cet instrument de recouvrement qui est la Société nationale de recouvrement, qui était chargée de procéder au recouvrement des créances de ces banques-là, mais aussi de procéder au remboursement des dépôts dans ces banques. Et en partie, je pense que cette mission a été accomplie, parce que depuis 1991, on a eu quand même à recouvrer un peu plus de 65 milliards par la Société nationale de recouvrement. Aujourd'hui, elle continue cette mission. Je peux vous dire aujourd'hui que tout simplement pour le premier trimestre 2020 qui n'est pas encore fini, on a eu quand même à recouvrer plusieurs milliards, presque milliards de ces banques-là, qui pourtant, c'était en 1991 qu'ils ont été liquidés. Et depuis parce qu'aujourd'hui, il n'est pas achevé. Il n'est pas achevé. Wow. Okay. Il n'est pas achevé. Il y a toujours des dossiers en place. Parce que vous savez que ces créances, en général, sont adossées à des titres, c'est-à-dire à des hypothèques que nous faisons parce que nous avons le privilège d'inscrire des hypothèques. Okay. La loi nous a donné des privilèges au niveau de la Société nationale de recouvrement d'inscrire des hypothèques sur des titres, des hypothèques forcées. Nous avons aussi la possibilité d'émettre des avis à tiers détenteurs, c'est-à-dire de saisir directement les comptes des personnes dans les banques, mais aussi de faire des contraintes, c'est-à-dire comme en matière d'impôt direct. Donc nous avons des prérogatives exorbitantes de droit commun, comme on le dit en droit. Ce sont ces instruments juridiques-là qui nous permettent d'être efficaces dans notre mission. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a une satisfaction et nous continuons à le faire avec ces anciennes banques. Aujourd'hui, chez nous, on a ce qu'on appelle le portefeuille originel qui concerne ces 7 banques qui étaient liquidées en 1991. Mais il y a ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant le portefeuille confié parce que nous sommes obligés de nous adapter à la situation. Maintenant, il y a toujours ce portefeuille-là, mais comme la loi nous permet, parce que la loi 91 nous dit de recouvrer des créances des banques, mais de participer à l'assainissement du secteur bancaire. Voilà. Mais également de pouvoir recouvrer toute créance concédée par l'État ou bien par une société nationale. Donc, on a la possibilité de le faire et nous sommes en train de mener des réflexions avec d'autres sociétés nationales qui ont
quelques difficultés de recouvrement qui peuvent nous permettre de les aider, de les accompagner pour quand même assainir le secteur bancaire. Parce que nous avons besoin dans ce pays quand même d'avoir de la ressource pour financer notre développement. Oui. L'État en a besoin dans beaucoup de secteurs. Et nous avons un instrument indiqué qui s'appelle la Société nationale de recouvrement pour accompagner l'État dans ce processus-là. Okay. Donc aujourd'hui, on est en train de le faire. On est en train de vouloir et travailler sur le devenir de la SNR pour nous permettre quand même de faire en sorte que notre champ d'action soit beaucoup plus vaste, avec l'aide des pouvoirs privés, avec l'aide de l'État, avec la collaboration de l'État du Sénégal. Bien sûr. Alioune, oui, je voudrais... vous avez beaucoup parlé de l'aspect juridique, la loi, le droit. Est-ce que vous utilisez également la médiation avant d'en venir à ça, à l'aspect juridique, au droit et tout ça? Pour recouvrer les créances. Oui, pour recouvrer les créances, évidemment. Notre credo, c'est recouvrer dans l'éthique. C'est ça le credo de la SNR. Ah. Et la première action, c'est la médiation. On le fait beaucoup et on recouvre beaucoup par la médiation. Oui. Il est rare qu'on aille à un contentieux. Donc, nous avons nos méthodes aussi de parler avec les gens, de discuter avec les gens. Vous savez, au Sénégal, il y a quand même une réalité sociale. Dans la plupart de nos dossiers aujourd'hui, qui concernent ce portefeuille originel, BNDES, etc., en général, ce sont des héritiers. Parce que pour la plupart, les personnes principales ne sont plus là, ne sont plus de ce monde. Et il est important de relever au Sénégal que nous avons besoin, quand nos parents ne sont plus là, qu'on puisse tout faire pour rembourser leurs dettes. Parce que c'est culturel, c'est quand même une croyance aussi religieuse. Et c'est la raison pour laquelle on joue sur ça parfois, et ça réussit parce que nous vivons dans un pays, il suffit tout simplement de connaître l'environnement social de ce pays pour pouvoir voir. C'est ça. C'est tout simplement ça, c'est pas compliqué. Et nous avons aussi d'autres pratiques qui ne sont pas celles des banques. Parce que nous, dans notre règlement intérieur, nous avons la possibilité de rétrocéder des titres qui ont été saisis par la SNR, qui sont au nom de la SNR déjà par adjudication. Et il suffit tout simplement que la personne ou bien ses héritiers paye le principal et une partie des intérêts parce que nous faisons des abandons de créances. D'accord. Et après le reste, c'est la dimension sociale de votre mission. C'est la dimension sociale de la mission. C'est important. Parce que la mission, c'était pas quand même de créer des problèmes au secteur économique, c'était de l'accompagner. Et donc, comme c'est de l'accompagner, il faut prendre des mesures qui nous permettent d'accompagner quand même les opérateurs économiques qui ont eu des problèmes avec les banques, dont nous avons la mission de recouvrer les créances. Et donc, nous les accompagnons. Nous faisons aussi beaucoup de moratoires. Parce que notre mission, c'est de faire en sorte que l'activité soit pérenne de ces personnes-là. Mais aussi qu'ils fassent des efforts pour quand même rembourser une partie avec des moratoires. Parce que notre mission, c'est ça. Nous recouvrons dans l'éthique, nous recouvrons dans le social et nous recouvrons en parfaite harmonie avec nos croyances sociales, avec... Donc il y a de l'humanisme dans votre politique, hein, contrairement à beaucoup de nos banques là, de la place, qui, quand il s'agit de recouvrer quand même les créances, mais n'hésitent pas et n'ont aucun état d'âme. Et souvent, vous voyez des familles qui sont dans le désarroi, dans un désarroi absolu, et ça, véritablement, aussi, c'est des images insoutenables. Donc vraiment, nous vous soutenons aussi dans cette direction. Parce que les missions sont différentes aussi. Voilà. Oui, les missions sont différentes. Oui, bien sûr. Donc, avec la mission des banques classiques, c'est ça aussi, il faut aussi qu'on le comprenne. Mais il faut quand même toujours quand même cette Vous parlez tout à l'heure de recouvrement de ces banques qui ont aujourd'hui disparu. Aujourd'hui, c'est bien. Aujourd'hui, ils sont bénéfiques à qui? À l'État du Sénégal ou aux propriétaires de ces banques qui ont disparu ou à leur descendance. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui ont des créances au niveau des banques et disparaissent du pays, disparaissent de la surface du Sénégal. Comment faites-vous pour aller les retrouver? Parce que j'ai eu un cas où quelqu'un qui a eu justement des créances en Occident et on l'a retrouvé jusqu'au Sénégal. Comment faites-vous pour retracer ces personnes qui fuient le pays? Bon, on ne va pas dévoiler tous nos personnels. Vous les cherchez. Mais nous avons quand même les moyens. Vous avez des flics dans vos rangs. Nous avons des collaborations avec différents services quand même, qui nous permettent de retrouver les personnes, les différents services de l'État, qui nous permettent quand même de retrouver des personnes ou bien de retrouver leurs biens. Parce qu'il suffit tout simplement de mettre la main sur le bien de quelqu'un pour qu'il apparaisse. Et nous avons la possibilité quand même, dans ce sens-là, avec les informations qu'on a, avec les conservations foncières, avec les différents services de l'État, nous avons la possibilité de retrouver certains biens immobiliers. Et comme la loi, nous avons des prérogatives exorbitantes de droit commun, nous avons la possibilité quand même d'agir comme en matière d'impôt direct,
nous avons la possibilité de faire des contraintes qui sont exécutoires comme au jugement. Donc là, on a la possibilité... Il faut que les gens réagissent vite. Hamidou, tu avais une question. Parmi les missions, il a parlé d'assainir le secteur bancaire. Moi, je pense qu'il faut moderniser un peu le secteur bancaire. Est-ce que vous parlez aux banques sur la question des taux d'intérêt quand même? Parce que souvent, c'est exorbitant. Et... C'est vrai que les taux d'intérêt, tout le monde en parle. Hein. Tout le monde en parle. Nous sommes tous des clients des banques. Oui. Mais il faut relever aussi que ça a quand même créé certains problèmes. Parce que vous savez, au niveau du Sénégal, les banques traînent quand même à droite de plus de 500 milliards de créances qui ne sont pas remboursées aux banques. Les banques ont des soucis dans ce sens. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons tendu la main à l'association des professionnels de banque pour une collaboration, pour leur permettre quand même d'assainir, parce que nous avons une mission aussi d'assainissement du service public. Ça se trouve dans la loi de 1991. C'est notre mission. Nous sommes en train de nouer le dialogue, de faire des pourparlers, de vouloir faire en perspective sur le devenir de notre société pour nous permettre quand même une collaboration avec les banques, les aider à recouvrer ces créances-là, parce que nous avons quand même des instruments qui nous le permettent. Les banques sont astreintes quand même au respect de certaines normes, dont ce qu'on appelle les règles de Bâle. À un certain niveau d'endettement, il y a quand même des problèmes qui peuvent permettre à ces banques-là de ne plus respecter ces règles-là, et c'est pas bon pour le secteur bancaire. C'est la raison pour laquelle nous avons tendu la main en collaboration avec ces gens-là pour essayer d'assainir le secteur. Une dernière question. Mais les banques sont quand même assurées, hein? Ils ont des assurances. Oui. Elles sont assurées, mais à un certain niveau. À un certain niveau, ils ne respectent plus les règles. Okay. Alors, à l'origine, vous l'avez rappelé, hein, vous avez été créé pour procéder au recouvrement donc, des créances de ces banques-là, que je pourrais citer rapidement: la Banque nationale de développement du Sénégal, l'Union sénégalaise de banques, la Société nationale de garantie d'assistance et de crédit, la Société nationale de banque, la Société financière sénégalaise pour le développement de l'industrie et du tourisme, Assurbank, la Banque sénégalo-covessienne. Mais une fois cette mission-là, disons, atteinte, cet objectif-là réalisé, vous êtes obligé de vous réinventer. Pour avoir un futur. On a commencé. Pour avoir un futur, voilà, prometteur. On a commencé. Comment vous faites? On a commencé. C'est la raison pour laquelle j'étais parlé de deux portefeuilles. Un portefeuille original qui concerne cette banque-là et un portefeuille confié que nous sommes en train de gérer aussi avec d'autres institutions financières. Pour pouvoir subir par exemple, nous avons le portefeuille BRS qui nous a été confié par la BEAO. Et nous intervenons dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest, dans le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Bénin, etc. Nous avons aussi d'autres portefeuilles. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu la situation au niveau du crédit agricole, qui était avant la CNCA, la Caisse nationale de crédit agricole, qui est devenue Crédit agricole. C'est à la suite d'une restructuration, et les créances ont été rachetées par l'État et confiées à la Société nationale de recouvrement, qui est en train de procéder au recouvrement de ces créances qui sont estimées à plus de 50 milliards. Donc, ce qui veut dire que la SNR est en train de s'adapter à la situation, et nous sommes en train aussi de discuter avec d'autres institutions financières de la place qui sont sur le point de nous confier leur portefeuille et de les accompagner, et accompagner aussi l'État du Sénégal dans certains secteurs pour assainir un peu le secteur. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'État a besoin des instruments, d'un instrument comme la SNR et d'autres, pour pouvoir quand même avoir des ressources qui lui permettront de financer son développement. Merci beaucoup, Maître. Ça va devenir avant la fin de l'émission, compliqué pour certains, si évidemment la SNR reprend les dossiers en main. Mais bon, quand on prend une créance, il faut la rembourser. C'est ça la règle. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Après la rubrique invité, eh bien, une petite pause. On va regarder le clip du jour et on vous retrouve en plateau dans un petit moment pour la suite. Ce sera le journal et puis la chronique de Anta. Aujourd'hui, c'est plutôt les découvertes. Avec toi, cette fois-ci. Merci. Voilà, merci. Et la petite famille. Bon, laquelle des voitures on prendra? La petite voiture d'Alune ou... Non, on peut prendre la mienne. En tout cas, elle tient la route. Ouais, bon, d'accord, très bien. En tape. Pour en revenir au sujet, vraiment vous inviter à découvrir ce village des tortues. Même moi, il faudrait que j'y aille.
Tu l'as rappelé tout à l'heure, il y a quand même des espèces qui sont malheureusement menacées en voie de disparition. Exactement, Sarah. Il y a 11 espèces en tout au village des tortues. Il y en a 4 qui sont maritimes, 6 qui sont des tortues de brousse ou encore une terrestre. Alors, je parlais tout à l'heure d'une tortue qui a un nom assez spécial, son nom scientifique, Centrochelestis qui est en voie de disparition. Et ce qu'ils font au niveau des villages des tortues, c'est-à-dire qu'après la naissance justement des œufs, aujourd'hui, pour un peu expliquer comment se passe la naissance, c'est-à-dire qu'ils vont pondre leurs œufs sous la terre, et donc pour déterminer si c'est une femme ou un garçon, ça dépend du degré, on va dire, du sol. Alors, une femme ou un garçon, une femelle ou un mâle, et donc ça dépend du degré. Alors, si c'est entre 28 et 30 degrés, il s'agit d'une femelle. Si c'est en dessous de 28 degrés, il s'agirait d'un mâle. Et donc, après la naissance justement de ces bébés tortues, on les amène dans une nurserie. Alors, cette nurserie est, on va dire, encadrée par une protège, on va dire, pour pouvoir les protéger on va dire, tout ce qui peut les attaquer par rapport aux insectes ou les rongeurs, là, aux rongeurs qui tournent autour des tortues. Alors, ces tortues resteront 3 ans au niveau de la nurserie. Après, on va les déplacer au niveau de l'enclos juvénile, des juvéniles. Donc, ils seront alimentés, ils auront des vitamines et également beaucoup de compléments alimentaires. Ils seront là-bas entre de 10 à 13 ans. Et de là, on va les relancer, on va les injecter dans la nature, surtout vers Ferlo. Donc, ça leur permettra également de pouvoir s'acclimater avec la nature. Et aussi, on leur met des puces pour pouvoir les détecter et les retrouver si on a envie de. Mais c'est qu'ils sont bien organisés. Très, très bien organisés. Et d'ailleurs, bon, souvent, il y a des moyens qui manquent. Et les visiteurs peuvent aujourd'hui, par exemple, parrainer des tortues. Donc, parrainer des tortues, ce qui peut aider justement à l'alimentation de la tortue parrainée, au-delà de ça, à l'hygiène de la tortue parrainée. Et vraiment, c'est tout un processus qui est derrière ce village des tortues. Et comme on dit, hein, les tortues ont beaucoup de vertus. Notamment, on aurait dit justement par rapport aux asthmatiques, les tortues pourraient, on va dire, contenir les crises d'asthme. Alors, les tortues sont aussi fragiles. Donc, quand on les a chez soi, il faut faire énormément attention. Dès que la carapace se casse, c'est fini pour la vie de la tortue. Et donc, il faut faire attention. C'est vrai qu'il y a beaucoup de croyances aussi. Hein. Il paraît qu'avec les tortues, ça limiterait les crises d'asthme. Je ne sais pas. On ne sait pas si c'est confirmé ou pas. L'Afrique a ses réalités. Messieurs, vous avez déjà visité très rapidement sur le sujet d'Anta, découverte. Moi, j'habite pas très loin. J'habite à Bambilor. Ça veut dire que le village des tortues se situe à Noflay. Juste après, il y a Bambilor. Donc, ça m'a permis d'aller visiter. C'est là-bas que j'ai vu des tortues qui avaient une tortue qui avait plus de 100 ans. Donc, c'est énorme, quoi. Il y a toute une organisation, hein, des gens qui sont là-bas, qui doivent quand même être soutenus parce qu'il y a un travail de tourisme qui se fait avec les découvertes. Il y a également un travail de recherche parce que les chercheurs du monde entier viennent donc au niveau de ce village pour étudier les tortues. Ah oui, très rapidement, à Lune. Non, j'ai eu la chance de visiter l'endroit et je vous le recommande. Hein. Vivement, quoi. Maître Bassirungam? Oui, non seulement je le recommande à tout le monde, mais ça permet aussi de développer le tourisme. Et le tourisme, quand même, joue un rôle important dans la commune du pays. Et c'est important de montrer ces espaces-là qui peuvent permettre aux gens de voir, de développer le tourisme local, mais aussi à côté du tourisme international. On en redemande, ma chère Anta. Super. Voilà, juste de demander aussi aux usagers, aux automobilistes de faire attention. Parce qu'une fois, je suis tombé sur un accident. Malheureusement, ça a coûté la vie à une tortue écrasée par un automobiliste. Parce qu'il ne faut pas passer en fait, à ce niveau à vive allure. Parce que souvent, il y a des tortues qui s'échappent un peu de leur enclos et qui sont exposées au danger. Et véritablement, c'est le lieu aussi d'attirer leur attention pour plus de vigilance. Merci. Parce que c'est situé quand même non loin de la route. C'était important de le dire. 3 Et minutes, juste pour finir, une petite astuce pour connaître l'âge des tortues. On prend juste sur la carapace. Si on voit les écailles qu'on voit, on compte les écailles. Une écaille, c'est une année et ainsi de suite. On peut compter. Oui, et donc voilà. Merci pour l'astuce. Les découvertes d'Antane pas ratées sur les antennes de la RTS. Dès demain, samedi. Alors, avant de terminer le magazine, on va réinterroger notre invité. C'est un magazine interactif, vous le savez. Peut-être souhaiter une excellente journée à Youssouf Mangane qui nous regarde ce matin depuis Port-Gentil. On a reçu votre message. La question, c'est celle de Momarba qui dit « Est-ce que vous pouvez faire un recouvrement pour un particulier ou une société privée également ?» Vous savez, notre mission, ce n'est pas aussi de concurrencer
d'autres corps de métier comme nous, les avocats, qui font aussi du recouvrement pour des sociétés privées. Mais notre vocation, c'est de recouvrer les créances publiques. Donc, mais en cas de convention avec l'État du Sénégal, on peut quand même intervenir parce que c'est l'État qui nous concède des créances. Si vous avez une convention avec l'État, ça c'est l'État. Si l'État nous transmet des créances, on peut recouvrer. Mais notre vocation n'est pas quand même de recouvrer des créances privées parce que nous ne sommes pas là pour concurrencer des institutions privées. Très bien, merci. Une fois la créance recouvrée, ou bien, j'ai pas le temps, l'argent, il est placé où? À la caisse de dépôt, de consignation, ou bien c'est vous qui le gardez, ou bien c'est versé directement au trésor public? C'était un peu la question. Non, si c'est de l'argent qui appartient à l'État, on le reverse à l'État. Directement au si c'est de l'argent qui appartient à une autre personne, on reverse à cette personne, à cette institution. Très bien. Donc, on n'a pas à déposer de l'argent à la caisse de dépôt. Allez, avant la fin du magazine, nous avions souhaité que vous puissiez vous prononcer sur l'affaire de Lamine Diack parce que vous êtes avocat également. On a voulu que ce soit une voix autorisée parce que c'est une actualité judiciaire. Nous, en tant que journalistes, animateurs, on n'a pas voulu commenter cette actualité très rapidement parce que là, il nous reste une petite minute. Mais c'est vrai que c'est la justice. C'est une question sensible. C'est une question personnelle. Nous soutenons Lamine Diack en tant que Sénégalais, forcément. Et je pense qu'il y a eu quand même des voix qui se sont élevées pour le soutenir dans le pays. Elles sont nombreuses, ces voix-là, y compris celles des autorités de ce pays. Mais c'est une affaire privée, c'est une affaire de justice. C'est un État souverain qui fait un procès. Et c'est la raison pour laquelle il faut quand même que nous essayions de faire preuve de dépassement en soutenant un compatriote, parce qu'on doit soutenir un compatriote, mais ne pas considérer quand même que l'État a fait ceci ou cela, parce que l'État ne peut pas s'immiscer dans la justice d'un pays indépendant. Parce que nous refusons qu'on le fasse chez nous, donc on ne peut pas le faire ailleurs. Mais il est normal que quand un compatriote a des problèmes, que cet État le soutienne, que ses compatriotes le soutiennent. Et c'est ce qui s'est passé, je pense, dans l'affaire Lamine Diack. Je fais confiance aux confrères que je connais, qui sont aussi des amis, William Bourdon, Simon Ndiaye, tous ces gens-là avec qui j'ai eu à gérer des dossiers qui le défendent, et je sais qu'ils l'ont bien défendu. Il est 9h30. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On t'a merci. À la semaine prochaine. Bon week-end. Amidou, bon week-end. Alioune Badara Kane, on se retrouve dès lundi en plateau toujours avec vous. Hein. Oui, c'est fini pour cette semaine. Merci aux équipes techniques qui nous ont accompagnés avec à la réalisation Mahfouz Diop. Restez sur les antennes de la RTS. Les programmes se poursuivent. Et merci à Ruby Création qui m'a habillé ce matin. T'es ma lumière, démb ba tey, oh démb ba tey, loo ñàkk joxe la ko xañ, dinga mën dekki jox ma. I gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way, the Lord. No need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line, what's left.